Sur Rotten Tomatoes 100% au Tomatometer, 96% au Popcorn Meter. Sur IMDb, pas un épisode sous 85. Une prouesse pour One Piece Live Action saison 2, en moins de 3 jours. Un record inédit pour une adaptation live action, preuve de la qualité absolue de One Piece. Qu'a donc accompli cette saison 2 ? Le film est-il vraiment à la hauteur ? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. Je vais examiner ce film sous 3 angles principaux. L'intrigue, les personnages et la production. Pour commencer, parlons du scénario de cette deuxième saison. La saison 2 en prise de vue et elle couvre 5 arcs majeurs. Logue Town, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island. Condensé près de 100 chapitres en 8 épisodes impliqués d'importants ajustements à jour. Suppression de scènes afin de coller au temps d'antenne de 8 heures pour cette deuxième saison. À cet égard, l'équipe de production mérite des éloges. Face à l'énorme quantité d'informations et la complexité des détails de chaque arc, synthétiser un scénario cohérent et fidèle à l'original est déjà une prouesse admirable. De plus, ils ont intégré des détails disséminés par Oda dans les arcs ultérieurs, les reliant pour un scénario des plus complets. Le One Piece Live Action se distingue par un scénario quasi parfait. Le rythme du film est excellent et fluide. Les explications des pouvoirs sont concises, claires, sans artifice et accessibles même aux non-initiés. Ce succès repose évidemment sur l'incomparable matériau d'Oda. Mais comment rendre justice à l'immensité de cet univers ? Avec un temps si limité. Maintenir l'essence de l'œuvre originale était une gageure relevée avec brio par l'équipe de production. De plus, le live action met en lumière le quotidien des personnages et la manière dont chacun poursuit ses rêves. Des détails comme Nami cherchant les meilleurs points de vue pour ses cartes sur Grand Line, ou Zoro, transformant ça d'effet de face à Mia comme moteur de puissance. Ces petits éléments, bien que minimes, animent l'ensemble et éclairent le parcours de l'équipage au chapeau de paille. Il faut aussi saluer la créativité de l'équipe de production. Les nouveaux rebondissements s'y intègrent comme un gant, rendant l'adaptation, à certains égards, plus captivante que le manga original. Dès le premier épisode, l'apparition de Bartolomeo, bien que mineure, lors de l'exécution de Chapeau de Paille par Baggy et sa bande, fut une surprise majeure mais tout à fait logique. Elle créa une rencontre décisive où Bartolomeo, témoin des prouesses extraordinaires de Luffy et de son équipage, développa une admiration sans bornes, devenant ainsi le chef de leur fan club. De même, la scène avec Brook et les pirates de Rumba enrichit considérablement l'histoire de la Boone, dont Crocus ne nous avait donné qu'un aperçu dans le manga original. Ce lien profond justifie pourquoi la baleine s'acharne à percuter la Redline pour les retrouver. Ou encore, l'ombre de Miak qui pousse constamment Zoro à se dépasser. Un détail fascinant et essentiel à l'évolution de son personnage. La ligne narrative secondaire de Smoker et Tashigi, traquant les chapeaux de paille et le Baroque Work, s'intègre parfaitement. Elle éclaire leurs actions, leurs relations, et comment Tashigi a vaincu Monsieur 11 pour s'emparer du cachou. Un détail à peine esquissé par quelques lignes de dialogue dans l'œuvre originale. De même, la rêverie, expliquant habilement la menace croissante de l'armée révolutionnaire et l'influence des grands corsaires, informe intelligemment le public sur les forces majeures en jeu. Impossible de parler des changements sans évoquer Missile Sunday, alias Nick Robin. Son apparition précoce entend Vivi comme une ombre pour menacer l'équipage au chapeau de paille. Est sans doute l'élément le plus marquant de la série. Plus qu'une menace imprévisible, elle est la véritable marionnettiste, orchestrant tout, de l'envoi d'agents pour traquer les chapeaux de paille à la fourniture d'un fruit du démon Awapol pour qu'il les élimine. Le live action a magnifié Baroque Work, les hissant à un niveau inédit et révélant leur nature de redoutable organisation criminelle, prête à tous. Plus encore, la série a mis en lumière l'énigmatique imprévisibilité de Robin, n'hésitant pas parfois à secourir l'équipage du chapeau de paille. Pour les non-initiés ou ceux découvrant l'œuvre via le live action, ce rebondissement fut un coup de maître. D'un point de vue créatif, je décerne un parfait 10/10 à l'équipe de production. Les fans de longue date ont aussi eu droit à de subtils clins d'œil, ces fameux easter eggs. Après quelques recherches, j'ai déniché de belles pépites. Dès le premier épisode, les familles Manmeillé et Figarland apparaissent, deux clans cruciaux pour les arcs narratifs futurs. L'apparition de Sabo, des allusions à S et l'événement de God Valley, ou encore la vie de recherche de Pedro lors du combat Zoro-Tashigi.
De plus, nous avons eu un aperçu du dieu solaire Nika via la statue de Littgarden ou le fruit du démon de Wapol. D'autres références existent, mais je les garde pour une prochaine vidéo. Après les éloges, abordons les faiblesses du scénario. Si les ajouts ont rendu l'histoire plus logique et accessible, de nombreuses scènes ont été coupées, impactant clairement le développement des personnages. Commençons par la fin de Logetown en direction de Grand Lynn. Tout fan de One Piece ressentir a un vide à ce moment. Oui, c'est la scène où l'équipage monte sur le tonneau, déclarant ses rêves, tout ensemble vers Grand Lynn, un moment culte de l'œuvre. Ce moment crucial est malheureusement Nabs. Un instant, s'il vous plaît. Je sais que c'est la fin de la saison 1, mais sa place est ici, au départ de Logetown. C'est le véritable coup d'envoi de la légende des chapeaux de paille. C'est là que l'équipage entame sa quête face au défi. Son absence me laisse un sentiment d'inachevé, mais ce n'est qu'un détail mineur comparé aux deux scènes suivantes. La première concerne la période où Nami est tombée malade. On a souvent pointé que seul Sanji s'est dévoué à ses soins, le reste de l'équipage montrant peu d'intérêt. Pourtant, dans l'œuvre originale, Nami, à son réveil, constate les efforts de tout. À mon sens, ce passage a été bien géré, mais un élément crucial a été omis de Nami, malgré sa faiblesse. Quitte son lit pour guider l'équipage hors d'une tempête déchaînée, les sauvant tout. Cela illustre parfaitement les qualités d'une navigatrice hors pair, dotée d'un sens aigu de la météo. Un instinct profondément ancré en elle. Et plus remarquable encore, elle a sauvé l'équipage alors qu'elle était au plus mal. Ce détail rend la Nami du manga vraiment unique, forte et indispensable. Forgeant son image de figure emblématique avant l'ellipse, un membre irremplaçable. Un manque notable dans l'incarnation de Nami en live action. Vient ensuite la scène où les filles et Sanji emmènent Nami en montagne pour trouver un médecin. Dans le manga, il leur a fallu d'énormes efforts pour surmonter d'innombrables épreuves. Des intempéries au lapin qui leur barraient la route, avant d'atteindre Chopper et Kurea. Durant la première moitié du trajet, Sanji a grandement aidé Luffy, allant même jusqu'à se sacrifier pour que Luffy et Nami échappent à l'avalanche provoquée par les lapins. Malgré un corps épuisé et meurtri, Luffy a continué, portant Nami sur son dos et Sanji dans ses bras, jusqu'au sommet. Tout fan de One Piece comprendra alors pourquoi Luffy, malgré son côté parfois naïf et impulsif, parvient à s'entourer de compagnons aussi exceptionnels. C'est grâce à cette personnalité. Sanji, lui aussi, a démontré ici sa chevaleresque nature, prêt à se sacrifier pour ses amis. Voilà pourquoi il est toujours une encre de confiance pour son équipage, chaque fois que le danger menace. La version live-action, elle, propose une scène bien trop superficielle. Ils escaladent littéralement la montagne. Pire, Sanji glisse un boulet que Luffy doit porter et secourir. Si défi y a pour Luffy, c'est Sanji, et rien d'autre. Ce manque de défi ôte toute la valeur de l'intrigue. Amener Nami au sommet de Drum perd presque tout son sens. Pourtant, le scénario est de qualité, cohérent et accessible, ravissant fans et nouveaux venus. Sur ce point, la saison 2 de One Piece Live Action demeure excellente. Abordons le deuxième point, le casting, ou plutôt, l'incarnation des personnages. Inutile de s'attarder sur la justesse du casting. Dès la première saison, l'évidence s'imposait. Le choix des acteurs, d'une minutie exemplaire, les fait paraître tout droit sortis des pages, sans le moindre faux pas. Malgré quelques réserves sur Vivi, je trouve la performance de Charitra Chandran exceptionnelle et parfaitement adaptée. Les critiques sont en contre-son, à mon sens, totalement injustifiées. Quant à la sublime Robin, elle est juste magistrale. Ce rôle a été taillé sur mesure pour le rat Bova. C'est la perfection incarnée. Franchement, si après cela, on trouve encore à redire, je me demande ce qui pourrait bien contenter certains. Passons maintenant aux personnages. Le temps nous étant compté, j'insisterai sur les rôles principaux. D'abord, le Luffy d'Aki Godoy. C'est une interprétation formidable, même plus mature et fidèle à l'esprit du personnage. Il incarne parfaitement l'insouciance, la naïveté de Luffy. Mais au moment crucial, le regard d'Ia qui révèle la détermination inébranlable du capitaine au chapeau de paille. Voyez ses yeux perçants à l'arrivée sur l'île de Drum, quand Vivi est blessée. Que ce soit les scènes comiques, l'enthousiasme ou les expressions, la performance d'Iaki est remarquable, saisissant l'essence même de Luffy. Côté développement, il est regrettable que Luffy manque de scènes marquantes. Les moments cruciaux illustrant son esprit et sa volonté ont été presque entièrement coupés. Comme à l'île de Drum ou son affrontement avec Zoro à Whiskey Peak. Conséquence, le Luffy de cette saison paraît assez ordinaire, sans relief particulier. Zoro, incarné par Makenyu, est incontestablement le point culminant de cette saison.
On pourrait même dire que Zoro est le véritable protagoniste de cette saison 2, éclipsant Luffy. Dès la première saison, Mackenyu avait déjà conquis le public par son interprétation. Dans la seconde, il a atteint de nouveaux sommets. Son physique impeccable, son regard froid et son charisme percutant collent parfaitement nos rôles. Impossible d'évoquer cette saison sans ça, c'est Iconic maniant le sang d'Equitette. L'intensité de son expression faciale a propulsé au rang de moments cultes de la saison sur les réseaux. Zoro, le sabreur de l'équipage au chapeau de paille, bénéficie d'une présence scénique considérable. La majeure partie des combats de la série lui est d'ailleurs dédiée. À Logetaon, il affronte Tashigi et l'équipage de Baggy. À Whiskey Peak, il mène un combat de près de 15 minutes contre 100 agents du Baroque Work. Même à Drum Island, il a ses moments, sans combat de boss. Ses privilèges ne sont pas fortuits, mais le fruit d'une construction délibérée. Le fantôme de Mihawk apparaît sans cesse dans l'esprit de Zoro, le jugeant et le poussant à se dépasser. Encore faible, il doit devenir plus fort pour le vaincre. Cela démontre sa détermination inébranlable. Conscient de ses limites actuelles, il sait l'effort nécessaire pour surpasser Mihawk. Ce trait narratif intéressant confère à Zoro une profondeur psychologique accrue. Axé sur son objectif d'être le meilleur épéiste du monde. Puis, nous avons Nami, incarnée par Emily Rude. Inutile de s'étendre sur sa performance, unanimement saluée depuis la première saison. Cependant, le personnage de Nami présente cette saison quelques défis. Elle capte toute l'attention, devenant le pivot central de ce chapitre. Bien au-delà de tout artifice superficiel, cela va sans dire. Véritable ciment de l'équipage, elle gère les finances et coordonne chacun pour mener le Gouin Mérian Sécurité d'Ilan Hill. Nous la voyons surmonter ses doutes, braver les épreuves pour guider son équipe sur la grande ligne. Aux côtés de Zoro, Nami livre également des combats d'une chorégraphie remarquable. Cependant, au-delà de l'intrigue, la Nami de la saison 2 souffre d'un complexe d'infériorité concernant sa plus grande force, la navigation. L'équipe de production a intelligemment semé les graines de cette évolution. Enfermée dans le ventre de la Boone, elle se retrouve impuissante, incapable de maîtriser la situation. Son compas perd le nord et les reproches incessants de Vivi Lamine, ébranlant sa confiance en ses propres capacités. C'est comme si, ayant toujours vécu dans sa bulle, elle en sortait pour découvrir l'immensité du monde. Certains y voient du réalisme, mais pour les fans de One Piece, Nami n'est pas ainsi. Elle est l'une des esprits les plus vifs d'East Blue, rivalisant avec Beckman de l'équipage de Shank et Kuro. Ses talents de navigatrice sont inégalés, de même que sa réactivité face au danger. Dans le manga, Nami est donc une femme très sûre d'elle et proactive, surtout concernant ses compétences en navigation. Certes, elle ignore tout du log pose et de la navigation sur grand ligne. Mais elle y fait face sans la moindre trace d'insécurité, contrairement à l'adaptation. Lorsque Crocus lui explique le log pose, elle devine immédiatement la raison du dysfonctionnement des compas ordinaires et se montre avide d'apprendre. Voilà la Nami que les fans connaissent. C'est peut-être le seul point faible de cette Nami en live-action. Puis vient Usopp, interprété par Jacob Gibson. Ce troisième membre de l'équipage au chapeau de paille m'a particulièrement marqué cette saison. Il reste Usopp, toujours peureux, redoutant la mort. Franchement, durant certains épisodes, il fut peu à son avantage. Mais à Little Garden, il est devenu le véritable pilier de l'équipage. C'est lui qui a tiré les chapeaux de paille du guépier tendu par Baroque Work, sauvant Luffy de Miss Golden Week, puis se servant Louis Mimdapa pour secourir Zoro et son groupe. Il a ensuite épaulé le sabreur pour terrasser Monsieur 5. Sur tous, ces événements ont marqué une véritable métamorphose pour Usopp. Il est devenu plus courageux, acceptant de se sacrifier pour ses amis, affrontant la mort tel un guerrier. Inspiré par les encouragements et le duel des géants, son rêve de devenir un vaillant guerrier des mers s'est affirmé. Ses actions le rapprochent désormais de cet idéal. Le 5e membre, Sanji, est incarné par Taskillar. À mon sens, c'est le personnage le moins bien développé de cette saison. On se demande si l'équipe Oda en voulait à Sanji pour le traiter si durement. Commençons par ce que Taskillar a bien fait, l'émotion. Il a su transmettre toute la complexité émotionnelle à travers un regard expressif. Cela se manifeste clairement quand Sanji prend soin de Nami malade. Son regard, loin de sa légèreté habituelle, révélait une tristesse silencieuse et pleine d'âme. Les fans de One Piece sont habitués à un Sanji exagéré, séducteur, aux émotions parfois excessives, mais toujours très viril au besoin. Dans le live-action, ce Sanji est complètement différent, beaucoup plus retenu. Pourtant, ses traits distinctifs ont presque disparu. On peut passer sur l'absence de ses sourcils en spirale ou de ses costumes élégants, difficiles à gérer pour l'action.
Mais même sa galanterie, si facile à adapter, a été traitée si superficiellement que Sanji perd de son intérêt face aux autres, voire devient fade. Mais au-delà des apparences, qu'en est-il? Commençons par les combats. Tout fan de One Piece sait que Sanji fait partie du trio monstrueux, le 3e plus puissant combattant de l'équipage. Lui et Zoro sont les ailes du futur roi des pirates. Il a toujours été un pilier moral inébranlable pour l'équipe. Pourtant, à l'écran, Sanji n'a eu aucun combat digne de ce nom. Contre Smoker, il fut complètement dépassé. N'en parlons pas. À Whiskey Peak, il a été tourné en ridicule, entraînant Usopp dans sa chute. À Little Garden, il a péniblement vaincu le duo Monsieur F13 et Miss Friday. Alors que dans le manga, un seul coup de pied suffisait. Sur l'île de Drum, il affrontait les 2 gardes du corps de Wapol. Mais Sanji s'est contenté de tourner en rond et de fournir un soutien. Honnêtement, les combats de Sanji cette saison semblaient même moins impressionnants que ceux de Nami. La façon dont elle, avec Vivi, a vaincu Miss Valentine était bien plus percutante que les siens. Des scènes importantes ont été coupées, remplacées par des séquences insipides, le transformant même en fardeau que Luffy devait porter. Sans oublier l'exploration de l'estomac de la Boune, où Sanji a montré de la peur, faire trembler l'un des membres les plus forts de l'équipage pour des broutilles. C'est regrettable. Si, Sanji représente le plus grand point faible du développement de personnages de cette 2e saison. Vivi, incarnée par Charitra Chandran, fut le personnage le plus controversé, notamment pour le choix d'une actrice de couleur. Indépendamment de ses considérations, Charitra a livré une performance remarquable en Vivi. Elle incarne une profondeur émotionnelle et une transformation des plus subtiles de l'intrépide Miss Wedness à la princesse Vivi d'Alabasta, soucieuse du binaire de son peuple. Son séjour sur l'île de Drum fut particulièrement révélateur, montrant sa capacité à s'agenouiller et implorer l'aide des villageois, faisant fi de son rang. De même, sa vive indignation face à la tyrannie de Wapol, qui opprimait son peuple, révèle une princesse au grand cœur, profondément attachée aux valeurs de justice et de gouvernance de son père. En somme, son personnage est parfaitement abouti. Et enfin, le médecin, dernier membre de l'équipage, Choniel, doublé par Michaela Hoover. En un mot, Michaela Hoover a insufflé une âme à cette adorable créature. Son histoire, émouvante à fait, chavirait les cœurs et arrachait bien des larmes. Un succès éclatant pour l'équipage au chapeau de paille. De plus, Chopper a eu droit à des scènes de combat dédiées, affirmant pleinement sa valeur. En somme, toute l'essence de Chopper a été transposée avec un succès remarquable à l'écran. Chapeau bas au créateur. Le seul bémol, c'est de n'avoir aperçu que 3 de ses formes. Parmi les personnages secondaires, plusieurs m'ont profondément marqué, notamment Smoke et Iriluk. L'un incarne parfaitement le capitaine de la marine, agissant avec détermination et sans concession face au mal. Smoker, en particulier, a été approfondi grâce à de nouvelles scènes. On a pu apprécier sa rapidité de jugement, d'observation et d'analyse des situations. Comme lorsqu'il a géré Thursday et saisi l'information en un éclair. Notamment lors de l'attaque du repère secret de la marine par le duo d'assassins de Baroque Work. C'est pourquoi Garp souhaite exploiter son talent pour traquer ce redoutable groupe. Et pour couronner le tout, Calomker est taillé sur mesure pour le rôle. Et puis, Yairi Luke, le charlatan, mais très père de Chopper. Marc Arelic a merveilleusement incarné son excentricité particulière à l'écran. Un charlatan au grand cœur, prêt à accueillir et protéger une créature que le royaume entier jugeait monstrueuse. Prêt à sacrifier sa vie pour sauver son pays, à sa manière. Comme Iriluk le dit si bien, quand meurt-on vraiment? Est-ce d'une balle au cœur? D'une maladie incurable? D'une soupe aux champignons vénéneux? On ne meurt vraiment que lorsqu'on est oublié. Et Marc Arelic a rendu Iriluk inoubliable dans cette adaptation en live-action. C'est sans doute pourquoi l'épisode sur lui et Chopper a reçu la meilleure note sur IMDb. Il réunit émotion, philosophie et un symbole intemporel. Quant aux personnages secondaires, ils ont tous assuré leur rôle, et même plus pour certains. Crocus Ayorki, Brucu Bartolomeo, par exemple, se sont même distingués par leur performance irréprochable. Côté antagoniste, la Nico Robin de Laura Above a une réussite éclatante, comme si elle avait jailli des pages du manga. Elle capte toute l'attention, incarnant à merveille la séduction, le mystère, le danger et l'imprévisibilité. Est elle qui tire les ficelles, maîtresse de chaque situation. Son apparition précoce, sa présence furtive et manipulatrice auprès de Vivi, ne fait pas qu'amplifier la puissance de Baroque Work. Elle rend Nico Robin d'une dangerosité palpable, tenant le public en haleine à chacune de ses décisions. La performance de Laura Above y est évidemment pour beaucoup.
Sa beauté, sa finesse, son charme et son mystère ont forgé une Robin impeccable à l'écran. Il est donc tout à fait normal que l'attention des antagonistes soit entièrement captivée par ce personnage. Monsieur 3 et sa complice Miss Golden Week ont également frappé les esprits. Le choix de David Dastmalchian pour Monsieur 3 fut parfait. Son allure incarnait à merveille l'esprit tordu, l'obsession et la folie du personnage. Il échafaudait des plans minutieux pour piéger, menant le jeu avec une maîtrise quasi totale. Sans l'imprévu Usopp, l'équipage au chapeau de paille aurait sans doute connu une fin funeste à Little Garden. Si David Dastmalchian colle parfaitement à Monsieur 3, Sophia Anne Caruso, en Miss Golden Week, propose une rupture radicale avec le manga. Loin de l'adolescente naïve, discrète et appréciée du manga. L'adaptation en fait une tueuse dissimulée sous une apparence innocente. Elle aurait même mis fin au jour de ses propres parents. Son regard est constamment menaçant, et ses propos, à la limite du tolérable. Ne respire que la mort et la soumission, imposant ses règles à ses victimes. C'est ce qui la rend bien plus dangereuse que son homologue papier. Son color trappe à plonger l'équipage au chapeau de paille dans une situation périlleuse, les rendant presque impuissants sans assistance. L'équipe de production a brillamment réussi à dépeindre une jeune assassin à la psychologie tordue et malsaine, à l'image de son complice. Est ainsi que l'on reconnaît une véritable tueuse d'une organisation redoutée. Cela donne froid dans le dos. Quant à l'ensemble des antagonistes, ils furent un peu en deçà. Non qu'ils fussent mauvais, mais ils se sont contentés du minimum syndical, sans éclat. Les agents de Baroque Works semblaient suivre une partition préétablie, sans surprise ni initiative. Le duo Monsieur A5 et Miss Valentine, pour des assassins de ce calibre, manquait d'un peu de perspicacité. Wapol, lui, laissait une impression plus marquante, révélant sa cruauté et sa tyrannie, mais sans jamais dépasser le rôle attendu. Dans l'ensemble, les personnages de cette deuxième saison sont fort bien construits et développés. À l'exception de Sanji, tous ont eu la liberté de s'épanouir pleinement. Toutefois, quelques lacunes, difficiles à ignorer, empêchent de parler de perfection absolue. La production, déjà excellente en première saison, est sans doute l'aspect le moins critiquable de One Piece Live Action. Bien que peu expert en cadrage, j'ai noté la grande variété des scènes de combat. La mise en scène dynamique met en valeur les personnages et les plans larges soulignent constamment la grandeur du monde de One Piece. L'équipe mérite des éloges pour le soin méticuleux des décors. De Logeta Unawis qui pique, en passant par Reverse Mountain, Drum et Little Garden. Chaque lieu est recréé avec une fidélité impressionnante. Chaque détail est soigné, les costumes sont scrupuleusement fidèles. Les protagonistes bénéficient d'une attention particulière. Des tenues de Robin aux épées méticuleusement ouvragées dans la boutique de Zoro, même les moins importantes. Little Garden, avec ses paysages grandioses et son écosystème riche dinosaures. Plantes carnivores, témoigne d'un investissement et d'une minutie exemplaire. Le deuxième coup de maître réside dans les effets spéciaux. C'était, de toute évidence, l'élément le plus scruté, capable de sceller le sort de cette saison. La plupart des personnages de cette seconde saison étant détenteurs de fruits du démon. Une prouesse technologique était inévitable. Et je dois dire que j'ai été comblé par la démonstration de puissance à chaque épisode. Des capacités de Smoker à la force de Robin, sans oublier Monsieur 3 ou Apple, tout était un vrai régal pour les yeux. Et que dire de Chopper, Dory, Roger ou Laboon, tout parfaitement adapté? C'est précisément ce que les fans de One Piece espéraient d'un live action. One Piece Live Action se distingue aussi par une présentation de personnages astucieuses. Les avis de recherche ou des fiches d'information ornent de leurs emblèmes pirates. Ces éléments interactifs s'intègrent presque à l'action, une singularité qui démarque la série des autres productions. Cependant, une petite déception persiste. Malgré leur excellence, ces séquences sont trop rares. Ceci s'explique naturellement par les contraintes budgétaires. Pour un show aussi spectaculaire et riche en action, chaque épisode représente l'investissement d'un véritable blockbuster, ce qui est tout à fait compréhensible. J'espère que la saison 3 nous offrira des combats vraiment spectaculaires. Plus longs et à la hauteur d'un arc majeur comme Alabasta. En somme, malgré quelques réserves et sans m'avoir entièrement conquis, cette deuxième saison de One Piece Live Action reste un excellent film, à voir absolument. Il s'adresse autant aux fans de la saga qu'au grand public. Ces excellentes notes sur IMDb et Rotten Tomatoes sont amplement méritées. Voilà donc mes impressions sur cette deuxième saison de One Piece Live Action. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez-vous mon avis? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas un pouce bleu, un partage et de vous abonner pour m'aider à atteindre le bouton d'argent. Pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.